Puni pour sa quête insatiable de connaissances, jugé et châtié jusqu'à sa propre destruction, le roi écarlate nourrit une profonde vengeance, mais il poursuit quelque chose de plus précieux, un fragment, la pièce manquante de son être, cachée dans le sanctuaire impénétrable du palais impérial. Il devra affronter celui qu'il aime et hait par-dessus tout, son père, l'empereur de l'humanité. Je suis Maesticia et depuis 2011 je critique les ouvrages de Black Library pour le Reclusiam. Bienvenue. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la seconde novella du Siège de Terra, La Furie de Magnus, écrit par Graham McNeill et publié en août 2020 dans sa version originale. Alors je vais revenir un petit peu sur le concept de novella. Donc dans sa version originale, les novellas sortent vraiment de façon indépendante et sur le sol français on a tendance à les compiler pour faire soit des recueils de nouvelles, soit des recueils de novellas. Donc ça a été le cas justement pour ce tome, qui, dans sa version originale, on avait donc Fils des Sélénars, après on a eu Saturnine, et ensuite on a eu La Furie de Magnus. En France, l'éditeur a décidé de compiler les Fils de Sélénars et La Furie de Magnus en un seul tome, qu'on peut lire d'ailleurs avant ou après Saturnine, mais moi j'ai préféré respecter la publication britannique originale, c'est-à-dire Les Fils de Sélénars par Graham McNeill, Saturnine de Dan Abnett, et ensuite La Furie de Magnus par Graham McNeill. Mais ça faisait complètement du sens de réunir Fils des Sélénars et La Furie de Magnus dans un seul tome, étant donné que non seulement c'est le même auteur, mais que, on va dire qu'en termes de temporalité, l'un se passe un petit peu avant et l'autre se passe un petit peu après. Donc, et d'ailleurs, Fils des Sélénars peut être lu complètement indépendamment des autres, ça va pas poser de problème. Alors qu'il y a une petite référence dans La Furie de Magnus, que c'est juste après l'attaque de la Porte Saturnine. Donc, ça, je reviendrai là-dessus aussi. Donc voilà, il en reste encore une troisième. La dernière qui est Night of Grey par James Swallow. Donc là, ça va être Nathaniel Garro et Mortarion. Celle-là n'a toujours pas été traduite en français. Donc à l'heure où j'enregistre, j'espère qu'ils le feront à un moment donné. Donc voilà. Donc avant d'aller plus loin, vous le savez, l'émission est segmentée. Donc si vous voulez vous épargner le spoil, sautez la mise en contexte, car en fin de compte c'est la seule section où je vais vraiment revenir un petit peu sur ce qui s'est passé concernant les intrigues, les personnages et ce qui leur arrive. Donc voilà, soyez avertis. Mise en contexte. Alors cette novella est assez particulière, car si je devais la comparer par exemple en termes de mise en contexte et de lien avec les autres récits de l'Hérésie d'Horus ou du Siège de Terra, cette nouvelle elle est complètement dispensable, mais elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que d'un point de vue subjectif, il faut la lire. D'un point de vue objectif, vous pouvez passer à côté. Parce que vous n'allez pas apprendre grand-chose, dans le sens où ça ne va pas faire avancer le Siège de Terra. En revanche, vous allez apprendre énormément de choses, parce que c'est un roman qui va concentrer une quête qui jusque-là n'avait pas été narrée. C'est-à-dire que oui, on savait que Magnus avait été brisé sur le genou de Russe, et qui s'était téléporté sur la planète des sorciers, mais l'histoire de fragments et d'âmes divisées, ça c'est relativement récent. Et ça a donné un nouveau contexte en fait au Thousand Sons et surtout à Magnus pour se retrouver sur Terra. Parce que depuis le début, en fin de compte, Magnus, il est entre oui et non, non et oui. Il essaye de prévenir Horus, il essaye de prévenir l'empereur, il essaye de prévenir Lorgar, enfin il essaye de prévenir tout le monde, mais personne ne l'écoute, et à la fin il finit par faire des bêtises. Mais bref. Toujours est-il que Magnus, c'est un primarque très intéressant parce que son lore a évolué avec l'écriture, alors qu'avant il était quasiment... comment dire ? Il était assez simple. Et je vais faire un parallèle avec Vulcan, parce que Vulcan c'est un peu la même histoire, dans le sens où... Et pourquoi je parle de Vulcan ? Parce que c'est important pour la mise en contexte de cette novella, c'est que Vulcan, il n'y a pas si longtemps que ça, on savait que il avait été présent, mais évidemment sur Isvan lors du massacre du site d'atterrissage, mais on ne savait pas ce qui était arrivé. Le lore n'expliquait pas.
On pensait qu'il avait été bombardé, qu'il s'était téléporté, qu'il avait disparu, que sais-je, bref. Depuis quelques années maintenant, on sait ce qui s'est passé, avec notamment le tome Vulcan est vivant, donc à lire. Et par la suite, on a même eu Retour au monde Deathfire, très important aussi à lire. Et pour finir, on a eu Vieille Terre, la Vieille Terre. Donc là aussi, on va apprendre comment Vulcan va réussir à rejoindre Terra, en passant notamment par chez les Eldar Noirs. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est 3 tomes qui sont très importants à lire parce que ça donne aussi une légitimité à la présence de Vulcan sur Terra. Parce qu'avant, encore une fois, dans le fluff, il n'y avait pas de Vulcan sur Terra. Il y avait des salamanders, bien sûr, mais il n'y avait pas Vulcan. Et là, le prétexte, ça a été, d'ailleurs, ça a été plus ou moins expliqué dans les premiers tomes du siège de Terra, que la présence de Vulcan avait été tenue secrète par le sigillite, parce qu'il n'y en a qu'un qui est au courant, évidemment, c'est le sigillite, et qui finit par le dire aux 3 primarques, donc Sanguinius, Rogaldorn et le Khan, même s'il me semble que le Khan le savait, ou Sanguinius le savait, en tout cas, il y en a un des 3 qui le savait. Le seul qui est tombé des nus, c'est Dorn. Et il a dit, faites-le sortir. Et là, évidemment, il est arrivé une certaine anomalie par rapport à l'ancien fleuve. Toujours est-il qu'ils lui ont dit, le sigillite, non, on le laisse sous Terra, il va protéger l'empereur des démons. Bon, c'est plus ou moins crédible, je vois pas ce que peut faire de plus un primarque face à l'empyréen au complet, mais bref. Toujours est-il que ces 3 tomes, donc je répète, Vulcan est vivant, Retour au monde Deathfire et Vieille Terre, sont 3 tomes très importants pour les Salamanders et surtout pour Vulcan, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc dans ce tome, ça va être important. Et évidemment, concernant Magnus, on a 1 millier de fils, qui est un grand classique, et nous avons aussi le roi écarlate. Donc en fin de compte, c'est dans le roi écarlate qu'on va apprendre que Magnus a l'âme divisée et qu'il envoie ses fils chercher les éclats un par un. Et à la fin de ce tome, on prend connaissance que le dernier éclat d'âme de Magnus, qui est censé être la meilleure partie de Magnus, se retrouve dans le palais de Terra. Donc la nouvelle va commencer sur cette a priori de Magnus, qui en fin de compte est présent sur Terra pour le siège, mais en fin de compte, il veut pas spécialement rouler des mécaniques avec son père, il veut juste récupérer son fragment. Bon, après on verra comment ça se passe, mais voilà, c'est très important, mais c'est pas essentiel. Voilà, encore une fois, c'est un peu particulier parce que l'histoire de Magnus, elle est très ambiguë depuis le début, que ce soit le traité Nicaea ou les différentes tentatives que va faire le primarque pour prévenir. D'abord Horus, ensuite l'empereur, ensuite Lorgar, bon pas dans cet ordre, mais ça prouve que le garçon il est un peu ambivalent, on sait pas trop de quel côté il est. Bon cette nouvelle-là, elle va expliquer beaucoup de choses. Donc elle n'est pas aussi importante qu'on pourrait le croire, parce que ça reste une novella, mais ce qu'elle explique, les tenants et les aboutissants, notamment les dialogues, on va avoir la présence de l'empereur qui va parler, donc s'exprimer, autre que des petites lignes juste pour faire joli. Donc oui, celle-là, il faut la lire, ne serait-ce que pour encore une fois suivre la plume de Graham McNeill, qui est quand même assez agréable, et pour comprendre pourquoi Magnus veut récupérer son fragment d'âme, et tout ce que ça implique, c'est-à-dire notamment le siège qui se passe en dessous de Terra, donc dans les souterrains, et la présence de Vulcan près de l'empereur. Donc pensez-y à 2 fois avant de lire ce tome, enfin cette nouvelle encore une fois. Tâchez de bien avoir fait vos devoirs. Donc je répète une dernière fois, en ce qui concerne Magnus, il nous faut avoir lu 1 millier de fils, il nous faut avoir lu Le Roi Écarlate, c'est les 2 tomes vraiment conséquents concernant les Thousand Sons, et les Salamanders, donc je l'ai dit, Vulcan est vivant, très important, Retour au monde Deathfire. Entre les deux, il y a Imperium Secundus qui est important aussi, et le dernier, on va avoir La Vieille Terre. Donc je pense qu'avec ça, vous aurez suffisamment de bagages pour attaquer la nouvelle en bonne conscience. Dramatis Personae.
Alors après Saturnine, c'est un peu un choc. On est passé plus d'une centaine de personnages avec maintenant moins de 10. Donc je vais nommer les seuls qui sont vraiment importants. Donc on va commencer par les Thousand Sons, donc la 15e Légion avec Magnus le Rouge, Azek Ahriman, Amon et Menkora. Donc ça c'est des noms qu'on connaît. On va parler des Space Wolves, parce que là aussi, qui dit Thousand Sons dit Space Wolves. Donc en termes de prononciation, je sais pas trop comment ça se dit, mais on va s'essayer. Bodvar Bjarki, prêtre des runes de la Tra, Svafnir Ragrwulf, Sem Malheur de la Tra, j'adore les surnoms, Olgir Widowsin, porteur de bouclier. Donc ça c'est des Space Wolves qui avaient été envoyés justement pour contrecarrer les Thousand Sons dans leur recherche des éclats de Magnus. Ça on l'avait dans le Roi Écarlate. Et on a la 18e Légion, donc les Salamanders, donc avec Vulcan, Seigneur des Dragons. On a Atok Abidemi, Barek Zitos et Igen Gargo. Donc ces personnages renvoient au tome que j'ai cité aussi, donc La Vieille Terre et Retour au monde Deathfire. Lui je vais le skipper parce qu'on le voit à peine. Et personnages impériaux, donc Malcador le Sigite, qui va avoir quand même un bon rôle dans ce tome-là, dans cette nouvelle. Ainsi que Alivia Sureka, perpétuelle, et Promeus, revenant weird. Alors le Promeus, il faut avoir lu encore une fois Le Roi Écarlate, donc en fin de compte c'est juste le nouveau nom de Lemuel, qui était l'ancien commémorateur dans Milliers de Fils. Bref, normalement vous savez de quoi je parle. Donc pour résumer, en termes de dramatisme, c'est très restreint. Et ce qui est agréable, c'est que c'est quand même 3 légions qui sont bien différentes les unes des autres, que ce soit Space Wolf, Thousand Sons, Salamander. C'est vraiment 3 légions qui ont une mentalité différente, et c'est bien sympa de pouvoir jongler quand c'est bien fait. Évidemment, là on parle de Graham McNeill, donc ça risque d'être intéressant de voir la perspective des 3 légions. Sinon, je vois pas d'autre chose à ajouter dans ce dramatisme. Il y a du beau monde, il y a du Primarch, il y a du Space Wolf, donc ça fait plaisir. Voilà. Ah oui, la petite note que je pourrais faire, c'est concernant Alivia Sureka, que j'ai quand même nommé en me disant pourquoi, c'est qui elle déjà. Il faut avoir lu le diptyque, La bataille de Molech. Donc la bataille de Molech, qui est sortie en un seul tome en version originale, mais qui a été scindé en 2 livres en version française. Ça reprend, c'était l'une des gardiennes sur Molech. Je vous avoue que j'ai pas de souvenirs, ni de bons souvenirs de ce tome-là. Je le trouvais vraiment indigeste et pas super intéressant, même s'il y avait des choses cool. Je vous renvoie à la critique du Réclusium si vous avez des trous de mémoire. Mais voilà, Alivia, elle est de là, et vu que c'est Graham McNeill aussi, bon bah voilà, il l'a ressorti pour... Mais je vous laisserai lire la nouvelle, mais je la trouve pas super pertinente non plus. Mais voilà, pour faire un tour de table des personnages qui seront présents dans cette nouvelle. Thème. Alors, je pense que je vais être assez court pour ce segment-là. Le thème, c'est l'arrogance de Magnus et l'imbécilité de l'empereur. Voilà, ce sera tout pour moi. Bon, j'exagère, mais en fin de compte, c'est de ça dont ça parle. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un fils qui a été martyrisé, parce que vraiment, ce qui est arrivé à Magnus est tragique, que ce soit de ses fils, la malédiction et la condamnation qu'ont ses fils, s'ils s'appellent les Thousand Sons, c'est pas pour rien, face à la non-compréhension, la non-compassion d'un père qui offre des choix qui n'en sont pas. Je vais pas rentrer dans le détail pour pas spoiler évidemment l'intrigue, mais voilà, l'empereur dans le dialogue, qui est en fait la partie la plus importante de ce récit, le dialogue entre Magnus et l'empereur, ils essayent d'argumenter les uns les autres. Voilà, vous avez un père qui offre un choix qui n'en est pas un, et d'un autre côté vous avez le fils le plus érudit, le plus cultivé, le plus ouvert d'esprit, mais dont l'arrogance et l'égoïsme les surpassent tous. Je veux dire, en termes d'arrogance, je veux dire, même Fulgrim il dépasse pas Magnus le Rouge, hein. Faut remettre les choses dans son contexte.
heureusement qu'il a cette connaissance et cette humanité, que Fulgrim n'a pas évidemment. Magnus, il est quand même très humain, il est sensible, c'est quelqu'un de très très sensible. Mais voilà, cette soif de connaissance et cette croyance d'être le meilleur et le plus intelligent, c'est ce qui le précipite, et c'est que ce soit le traité de Nicéa, que ce soit le fait d'avoir voulu prévenir l'empereur, ou ce genre de choses fait qu'il se met toujours dans des situations pas possibles malgré les bonnes intentions. Mais vous connaissez le proverbe, l'enfer en est pavé. Et ce tome-là nous explique un peu ça, c'est-à-dire un peu la malédiction de Magnus dans son comportement face à une autorité paternelle qui ne fait rien pour aider, hein, on va pas se mentir. Si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle. L'empereur, il fait rien pour aider. Alors on me dit oui, mais ça fait du sens, ce qu'il dit, ça explique, machin. Ouais, d'accord, mais bon, c'est la peste ou le choléra, tu choisis. Non, c'est pas top, quoi. Et c'est l'un des rares fils qui est encore à ce moment-là du siège entre le bien et le mal. Il est encore entre le bien et le mal. Et il y a un passage notamment dans... je me souviens plus, c'est une espèce de coupole où il y a des réfugiés qui s'y sont abrités, et il y a un bombardement. Cette scène-là, elle est géniale. Je rentre pas dans les détails encore une fois, mais ça donne de l'espoir à Magnus, ça donne de l'espoir, pas au Thousandson. On parle vraiment de Magnus, parce que Magnus a vraiment une mentalité distincte vis-à-vis des Thousandson. D'ailleurs, c'est expliqué plusieurs fois dans le tome où on voit que on va dire, pas chaque, mais une majorité des capitaines de la Légion commencent un peu à faire leur petit pacte dans leur coin, et à jurer des allégeances par-ci par-là, dans le dos de leur primarque. Donc il y a vraiment une division, même au sein de la Légion. Non seulement Magnus a l'âme divisée, mais au sein de la Légion, on voit bien que Azek il a toujours fait qu'à sa tête, mais même les autres s'y mettent. Donc voilà, vraiment le thème, c'est la division qui règne à l'intérieur de Magnus, et c'est pour ça qu'il va chercher ce dernier fragment qui est censé être le meilleur de son âme. Et là encore une fois, il y a quelque chose à développer, et on voit que le format novella, ça ne le permet pas. On aurait aimé avoir un peu plus de choses à se mettre sur la dent, mais voilà, il y a quand même pas mal de réponses qui sont apportées. Je reviens encore une fois sur les dialogues avec l'empereur qui sont de qualité, sont importants, ils sont de qualité, ils ont du sens. Le Sigillite aussi, avant de rencontrer l'empereur, le primarque des Thousandson rencontre le Sigillite, et le Sigillite, pareil, il va faire un effort de diplomatie et essayer de le ramener en lui disant, tu sais, ce n'est toujours pas trop tard, tu peux encore faire un choix, et tatati, tatata. Mais les choix de Magnus, qu'ils soient volontaires ou inconscients, parce que c'est souvent ça, Magnus et mais c'était pas mon intention, donc on en revient encore une fois à l'inconscient, fait que ce tome, il essaye de jongler. On voit que l'auteur essaye de rappeler que Magnus, c'était pas un mauvais garçon, mais que le destin s'acharne sur lui. Donc il y a peut-être un dieu du nom de Tsinj qui se frotte les mains en se disant just as planned, que tout était prévu. Mais voilà, c'est le thème, je pense, de cette destinée qu'il essaye de changer. Encore une fois, il y en a bien qui a essayé de changer la destinée de l'univers avec, on va dire, la Kabbale et les perpétuels, donc, et l'Alpha Légion. C'est bien les Thousandson qui essayent de maîtriser, de voir l'avenir, de modifier certains chemins plutôt que d'autres. Et donc ce tome, il met vraiment l'emphase là-dessus. Et la fin est cool. Parce que elle résume en fin de compte la personnalité de Magnus face aux épreuves du destin, en fin de compte. Texte et difficultés de lecture. Alors je l'ai déjà fait avec Fils des Sélénars, donc je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Peut-être que le fait d'avoir écrit Fils des Sélénars, où il y avait les Iron Hands, les Salamanders, la Ravengard, ça a permis à McNeill d'écrire dans cette nouvelle-là qui parle de Salamanders, de Thousandson et de Space Wolf, d'apprendre à jongler avec les différentes légions et de leur donner leur
leur moment de gloire pour briller, c'est-à-dire faire briller leur caractère. J'en ai peu parlé jusqu'à maintenant, mais les dialogues Space Wolves, Salamanders sont très bons, très très bons, parce qu'encore une fois, c'est deux légions qui sont complètement différentes. Elles sont pas opposées, mais elles sont... quand même, les uns c'est des protecteurs et les autres c'est des attaquants, quoi, littéralement. Donc non, c'est bien écrit, McNeill, et c'est quelqu'un qui est facile à lire. Mais je dois avouer qu'après Saturnyne, on sent la différence. Après, le format n'est pas le même. Une novella, c'est quand même différent. Mais non, McNeill, encore une fois, ça reste une valeur sûre. Il parle de sujets qu'il maîtrise. Je veux dire, les Thousand Sons, c'est lui qui les narre depuis le début. Et c'est un bon auteur qui arrive à vous faire oublier que le nombre des pages. Donc ça, c'est génial. C'est bien qu'il ait eu l'occasion de, on va dire entre guillemets, de clore l'arc des Thousand Sons et de Magnus avec cette novella. Mais on comprend aussi que c'était pas aussi important, pas que c'était pas important, mais pas aussi crucial de raconter ça, parce que le format reste une novella, donc c'est une centaine de pages. Et c'est pas un roman à part entière, alors que Le Roi Écarlate, c'était un roman à part entière. Mais je me souviens de la lecture de ce roman, je l'avais trouvé bien, mais pas non plus exceptionnel, je le trouvais un peu long d'ailleurs. Là, la novella, elle nous donne la conclusion, donc, et la conclusion est bien écrite. Magnus, que ce soit les scènes d'action, les détails et tout ça, c'est pas mal du tout. Le seul petit reproche que j'ai, c'est concernant la perpétuelle. Et il doit y avoir au moins 2 ou 3 chapitres qui lui sont consacrés pour remettre en contexte un petit peu le personnage, et je l'ai pas trouvé pertinent. C'était écrit de manière à nous faire planer un doute, mais qui a pas su se révéler pertinent, selon moi. Après ma lecture, je me suis dit, bon, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça a pas... Alors oui, encore une fois, on arrive à légitimiser avec une situation cornélienne, mais dans le roman, dans sa globalité, la novella, encore une fois je dis roman, mais on parle d'une novella, c'est important, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas autant de possibilités de développer un personnage dans une novella. Là, je trouve que le personnage de la perpétuelle, elle est un peu trop développée pour essayer de justifier certaines actions. Je reviendrai peut-être là-dessus sur une autre émission. Mais voilà quoi, en termes de difficulté, il n'y a pas de difficulté, vous allez le dévorer assez rapidement, d'autant plus que c'est intéressant ce qui se passe. C'est pas tous les jours où on a Vulcan et Magnus et l'Empereur réunis dans un condensé de cette qualité, donc facile à lire. Conclusion. Eh bien, ce petit récit est bien intense. Il est bien chargé de révélations. Il est chargé de moments épiques. Il est chargé de personnages hauts en couleur, bien maîtrisés, bien mis en situation. Pour moi, c'est excellent. C'est excellent, mais pas pour des raisons d'écriture ou de prose. C'est excellent parce que ça vient répondre à des questions qu'on se posait concernant Magnus. Donc je vais encore faire un comparatif avec Vulcan et Vivant. Pour moi, Vulcan et Vivant, ce tome-là, il est excellent. Alors il y a beaucoup de gens qui vont me dire non mais il est écrit avec les pieds, c'est lent, c'est mou, on n'apprend pas grand-chose, il y a beaucoup de choses qui se répètent, etc. Et oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais il vient apporter des réponses capitales. Et alors on va me dire ouais mais juste pour ça, ben ouais, juste pour ça. La Furie de Magnus, c'est la même chose. Sauf que c'est écrit par McNeill et que c'est mieux écrit, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste une novella, c'est-à-dire que c'est très court. Donc c'est, entre guillemets, c'est plus facile d'avoir l'effet un peu de surprise et de dynamisme lorsque vous avez 100-150 pages à écrire au lieu de 300 ou 400. Mais en termes d'importance, pour moi, la Furie de Magnus est tout aussi importante que Vulcan et Vivant. Et si vous êtes fan des Salamanders, j'aimerais avoir justement
votre opinion, vous avez aimé ou pas aimé? Comment vous avez trouvé le Vulcain est vivant? Parce que, encore une fois, il apporte des choses qu'il n'y avait pas auparavant. Alors peut-être la manière dont c'est apporté, c'est pas la meilleure, ça je suis entièrement d'accord. Mais c'est important ce qu'il apporte. Et la furie de Magnus, c'est hyper important ce qu'elle apporte. C'est vraiment la conclusion de l'arc de Magnus, et il faut la lire. Même si vous aimez pas lire Graham McNeill, par exemple, mais il faut la lire. Ça apporte beaucoup trop de choses importantes dans le lore du siège de Terra, de l'hérésie d'Horus, et dans la faction, dans sa compréhension globale. Donc, ce que j'ai aimé, c'est évidemment les choses qui se sont dites, la manière dont c'est dit, que ce soit à travers les yeux des Space Wolves qui se battent corps et âme pour empêcher les Thousand Sons, que ce soit les dialogues, que ce soit le Sigit qui essaye de faire de son mieux pour convaincre un des fils de l'empereur. Moi je conseille ce tome à tous ceux qui aiment Warhammer, en fin de compte, parce que il parle de choses très très importantes, même si le style des fois est un peu, ça va un peu vite et tout ça. Ça reste un excellent tome, donc je lui mets au moins 4 sur 5. C'est peut-être un peu trop pour certains, mais encore une fois, je le juge par sa qualité d'apport en termes de lore, plus que la manière dont c'est narré, parce que McNeill c'est bien narré, donc c'est quelque chose à qui en général on va mettre au-dessus de la moyenne, facilement, par défaut même, comme un Dan Abnett. Dan Abnett, vous réfléchissez pas, vous savez que c'est au-dessus de la moyenne, voire excellent, souvent excellent. McNeill c'est pareil, c'est souvent bon, voire très bon, mais là, je juge aussi l'apport qualitatif du lore qui est expliqué concrètement. Et ce tome apporte toutes les réponses aux questions qu'on se posait. Il n'y a pas de nouvelles questions. Si, j'en ai peut-être une ou deux, mais elles sont, on va dire, superficielles, elles sont d'ordre secondaire. Donc non, c'est un bon roman, il y a des bons personnages, il y a des péripéties, des retournements de situation, de l'épicness, et des réponses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour une fois qu'on a un personnage dont la principale caractéristique est la recherche de la connaissance, vous avez un tome qui vous apporte les réponses. C'est parfait. La boucle est bouclée. Et voilà, l'émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été plutôt succincte et je me rends compte avec le temps que le fait de ne pas spoiler, ça limite certaines critiques, mais c'est le principe. Je vais continuer de cette façon jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir pour la suite, ou votre opinion justement quant à ce tome de révélation, c'est le cas de le dire. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine.